Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la Librairie, l'émission de la librairie Un Point un Trait, en partenariat avec Radio Lodève. Vous êtes allé en Pologne pour perdre le V de votre prénom et revenir avec un double V. Comme quoi partir, c'est aussi s'enrichir. Vous avez illustré des jeux et des BD, vous avez travaillé aux éditions Bambou, comme coloriste aussi sur les séries Jeux de gamins, ou pour Contes cruels dans le magazine L'Enfeust Mag, ça remonte à quelques siècles. Vous avez illustré aussi des manuels scolaires et chaque semaine, vous intervenez pour le quotidien La Nouvelle République, où vous illustrez un petit dessin de presse. Vous êtes aussi le dessinateur de la série Super, scénarisée par Frédéric Maupomé, paru aux éditions de La Gouttière, bande dessinée pour la jeunesse, toujours en cours, avec déjà 8 tomes parus. David, bonjour. Bonjour. Alors, vient de paraître 2 ouvrages quasiment en même temps, La rentrée de Mémé, aux éditions Les Ronds dans l'eau, et Les cheveux d'Édith, aux éditions d'Argo. Alors, votre personnage, aux cheveux caractéristiques, agrémente vos illustrations, que ce soit les albums ou éventuellement vos dessins de presse, que ce soit aussi pour votre héros Matt de la série Super. Ou peut-être même en étant un peu capillotracté avec Bernabé, l'enfant de l'album La rentrée de Mémé. Qu'est-ce qui vous amuse dans cette tignasse ? C'est vrai que c'est devenu un petit peu une façon récurrente de dessiner les cheveux chez certains personnages. Je pense que ça fait référence à mes cheveux un peu en fait, parce que moi là j'en ai pas peu moins, mais je sais pas que je les ai perdus, ils sont un peu plus courts, mais j'ai des fois une grosse tignasse comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'inconsciemment, souvent les dessinateurs, on se dessine un peu à nos personnages. D'accord. Ouais. Et vos cheveux étaient rouges avant de venir non, comme par moi contre, gris. Non. Mais ce qui était marrant, j'avais eu une anecdote comme ça, c'est marrante. Quand j'avais terminé le premier Super, où c'est vrai que les personnages, comme ils viennent d'une autre planète, je leur ai fait une couleur un peu particulière, un peu fuchsia. Et j'ai terminé le premier tome et je suis allé à la médiathèque de la ville où j'habitais à l'époque et je suis tombé sur un petit garçon qui avait les cheveux de cette couleur. Voilà, donc je me suis dit, il a fait quoi, un carnaval, on lui a fait une teinture, enfin c'était pas sa couleur naturelle, ou alors c'était un extraterrestre. Ouais. Il était super. Et puisque nous parlons de cheveux, oui. Une magnifique transition pour attaquer Les cheveux d'Édith, qui est paru aux éditions d'Argo en septembre. Cet album retrace 12 jours entre avril et août 1945, où l'hôtel Lutetia a accueilli près de 18 000 rescapés des camps de concentration nazis. C'est ce texte qui décrit la première bulle de cet album, en contraste avec les premières planches qui présentent un Paris avec de grandes planches détaillées, sépia presque nostalgiques, avec de grands espaces calmes, vides, où sont présents des étudiants qui discutent entre eux. Quelle ambiance introductive avez-vous créée avec ce contraste entre texte et dessin ? Au niveau des tons, c'est vrai que je me suis projeté dans cette période-là où c'est un petit peu des tons qui sont récurrents, ces tons un peu sépia. Voilà, ça a donné tout de suite l'ambiance. Après, la première case, elle se passe vraiment, c'est l'hôtel Lutetia de nos jours. Donc, on voit au détail que il y a des petits détails qui montrent que on n'est pas encore en 45, comme de l'ensemble du récit, mais je pense que ça crée quand même une uniformité. Voilà. Peu à peu, donc au fur et à mesure de ces pages, l'atmosphère change. Du calme pesant, nous découvrons la vie triste, les privations et les contraintes de l'après-guerre, comme page 8, pour ceux qui suivent. Et le silence s'installe, ces 2 pages sont pleines de regards, pas de texte. Comment s'est construit cette place à l'image entre vous et les scénaristes ? Alors les scénaristes avaient vraiment préparé un storyboard écrit mais très précis, case par case, avec des précisions même sur les plans, etc. Donc il était spécifié à chaque fois qu'effectivement il n'y avait pas de dialogue. Donc c'était à moi, à travers le dessin aussi, de ce qui était intéressant dans ce projet aussi, c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes un peu silencieuses, à travers le dessin de transmettre une certaine émotion ou voilà, c'est ça, une certaine sensibilité. Et puis effectivement, ce qui est bien, je trouvais aussi dans ce projet, c'est qu'il n'y a pas de dialogue inutile, ce qui est une base de travail pour les scénaristes, de toute façon. Et en plus, moi, c'est vrai que j'étais habitué, j'ai fait pas mal de bandes dessinées aussi sans texte, qui est un exercice entre guillemets qui me plaît bien aussi, de faire passer toute une émotion, un récit sans forcément avoir recours aux bulles et au dialogue.
Et donc là, oui, typiquement, je pense qu'il y a des scènes de toute façon qui se passent de texte et qui permettent déjà de poser tout de suite le cadre, l'ambiance de cette après-guerre, effectivement, où en fait, on l'ignore. Enfin, c'est pas tellement relaté toute cette période d'immédiate après-guerre, et puis même pendant pas mal d'années, ça a été compliqué pour les Français. Il y avait toujours les tickets de rationnement pendant très longtemps, et oui, c'était difficile d'approvisionner tout d'un coup du jour au lendemain, forcément, la capitale. Et cet échange pour pouvoir recréer l'atmosphère scénarisée par du dessin, quelles étaient les indications faites par les scénaristes, ou comment vous échangiez pour que vous puissiez recréer cette atmosphère très particulière de ces premières pages? Alors après, l'atmosphère, sur les scénaristes, ils m'ont pas vraiment donné d'indication d'atmosphère, ils m'ont vraiment fait un découpage case par case, comme je disais, avec éventuellement les dialogues et puis des plans, contre-champs et tout ça, que je respectais plus ou moins. Mais pour l'atmosphère, c'est plutôt moi qui me suis plongé là-dedans en m'imprégnant beaucoup en faisant des recherches de documentation, en écoutant regardant des émissions, des photos. Elle-même, on avait fait beaucoup de recherches, se sont beaucoup documentées aussi en amont, avant l'écriture. Donc elle m'avait fourni aussi, ce qu'elles avaient trouvé, bien sûr. Mais moi-même, j'ai fait aussi des recherches, donc je me suis immergé là-dedans, et c'est en s'immergeant dedans qu'ensuite on arrive à transcrire ça graphiquement et faire des choix de dessin. Parce que progressivement, les grandes planches du début laissent la place à des cases plus petites. En quoi l'aménagement de l'espace visuel fait-il écho et participe aussi à cette atmosphère qui s'installe petit à petit? Est-ce que ça se scénarise, ou c'est vraiment aussi au fur et à mesure de l'écriture que cet équilibre se construit? Alors justement, c'est elles vraiment qui ont construit ça, quand même, qui m'ont dit, voilà, là c'est une pleine page et tout. Je crois globalement, franchement, elles avaient fait des choix assez pertinents de mise en scène, parce qu'elles-mêmes, pourtant c'était leur première bande dessinée, donc du coup je m'étais dit, elles vont peut-être avoir des difficultés quand même à ce niveau-là, mais en même temps elles sont très férues de cinéma, donc voilà, elles ont un œil au niveau du montage, de la mise en scène et tout ça. Donc elles l'avaient vraiment bien fait. Donc c'est elles qui avaient fait globalement des choix de me dire c'est une pleine page. Donc, je crois que globalement je l'ai suivi. Il y a une double page à un moment au début où on voit les cafés, les deux magots, etc. Ouais, d'accord, on en parlera après. Cette partie-là. Voilà. Parfois, moi j'ai fait, il me semble, honnêtement. Mais oui, elle me disait par exemple la page là du cinéma. Quand Louis sort du cinéma, c'était un véritable choix. C'était indiqué pleine page. Après, vraiment, moi je crois qu'il y avait juste pleine page. Louis est en vélo dans la rue du cinéma. Point. Voilà. Après, c'est vraiment à moi de mettre ça en image quand même. Voilà, alors on remarque dès le début la dominante sépia qui renforce la plongée dans le passé, même si la première image est contemporaine. Ouais. Ça triche un peu, mais ça se voit pas. Ce jaune doux apaise aussi la lecture et contraste avec l'horreur de l'après-guerre dévoilée. Pourquoi ce choix chromatique? Est-ce que c'est vraiment cette intention passée, ou il y a aussi une dominante qui vous... Il y a une intention passée. Après, ça se passe quand même en mai-juin, donc c'est le début. C'est encore la fin du printemps, mais voilà, il y a une certaine lumière, une renaissance de la nature, et parce que ce livre est aussi un retour à la lumière, à la vie. Donc voilà, ça a orienté aussi mon choix au niveau de la mise en couleur. Et puis effectivement, après, c'est avec des tons. À l'époque, il y avait beaucoup de tons. Voilà, tout le monde était habillé en gris, en marron. Il n'y avait pas trop de couleurs flashy, de toute façon. Mais donc tout de suite, ça plonge dans cette atmosphère-là. J'avais discuté avec quelqu'un qui connaissait pas du tout le livre, qui a vu juste la couverture, et tout de suite, il m'a dit il y avait la croix gammée, ouais. Quand même, ça aide. Mais non, je crois pas, justement. C'était encore le projet sans la croix gammée. Et tout de suite, il m'avait dit, non, en voyant juste les couleurs, il dit, ça se passe dans les années 40. C'est complètement associé. Oui. C'est vrai que c'est une gamme chromatique un peu associée à cette époque-là, je pense. Même si elle est un peu dominante. Et en plus, c'est un peu ma gamme chromatique de référence dans presque toutes mes bandes dessinées. En fait, voilà, c'est... Alors, cette histoire parle de Louis. Oui. Alors, qui est Louis? Louis, c'est un lycéen, il est en terminale, il est au lycée Louis-le-Grand, donc qui est un grand lycée parisien, et voilà, il prépare son bac.
Et c'est un bon élève. Et puis un jour, il travaille donc en parallèle un peu comme ouvreur au cinéma Pax, un cinéma qui n'existe plus aujourd'hui, et pour se faire un petit peu d'argent de poche. Et donc il se balade pas mal en vélo dans Paris. Et un jour, il tombe il passe devant l'hôtel Lutetia et il voit cet attroupement de gens. Donc ça l'intrigue évidemment. Et voilà, il se retrouve du coup. Il y a déjà un jeu de regard sur. Ah oui, sur exact. pages, Ah oui, précédemment. Exact. Oui, parce qu'alors il y a des. Oui. Voilà, j'ai oublié. Non, effectivement, il voit passer un bus puisque les rapatriés arrivés dans les gares étaient déportés, étaient remmenés ensuite à l'hôtel du Tessia dans des bus réquisitionnés. Et donc à ce moment-là, oui, il voit ce bus passer avec des gens avec des airs un petit peu, voilà. Et il aperçoit la fameuse Edith, cette jeune fille. Ouais. Voilà. À travers vos personnages, la façon dont vous les dessinez, puisqu'on découvre la famille de Louis, et la façon dont vous les représentez, permettent aussi de comprendre comment ils sont, la rigidité du père, la soumission de la mère. Vous avez réussi à restituer cela. Comment vous travaillez vos personnages, comment vous choisissez quelle tête ils doivent avoir, quel comportement. Comment ça se travaille, ça ? C'est une des premières choses en fait sur lesquelles on travaille en fait quand on commence une bande dessinée. Justement, c'est d'imaginer. Ça va être nos protagonistes principaux avec lesquels on va s'amuser, enfin entre guillemets, on va les faire vivre. Donc c'est la première chose qu'on fait. On fait des recherches de croquis de personnages. On fait différentes études. Là, Catherine et Fabienne, elles m'avaient donné quelques pistes. Elles m'avaient donné des photos de personnages, enfin des photos d'acteurs non, c'était pas des acteurs, mais pour m'orienter. Voilà, elle voyait quand même, elle avait une vision. Louis, elle le voyait plutôt blond, etc. Donc, elle m'avait donné quelques petites photos. Pour Edith, non, je crois pas me souvenir, non. Je crois que si je me souviens bien, le père de Louis, elle m'avait dit quelqu'un un peu à la Jean Gabin, enfin voilà, quelqu'un comme ça, dans cet esprit-là. Donc il y avait quelques indications, mais après c'est moi qui fais des recherches puis pour arriver à tomber au final sur le bon design, on va dire. Ouais. Et ça se fait en échange avec les scénaristes, ou c'est au contraire vous qui... Non, alors moi j'en fais plein, et puis quand je suis satisfait, ou il y en a que je trouve bien, ouais, c'est plutôt ça, je leur envoie, je les vois comme ça. Donc là, il se trouve qu'elles m'ont dit, ah oui, c'est vraiment comme ça qu'on le voyait. Donc voilà, ça tombait bien. Et puis voilà, alors après, donc c'est pareil, on fait pas mal de recherches aussi, de documentation évidemment, sur les vêtements, les choses comme ça, plein de vieilles photos, pour voir un petit peu comment ils étaient habillés. Dans le travail le rapport entre le fond et la forme, il y a des pages là qui sont assez significatives, qui sont les pages 10 et 11, et après on bascule sur la page 12, où on est dans une atmosphère cinématographique. Pour ceux qui le voient ainsi, on a l'atmosphère de la projection du film, le film Les Enfants du Paradis, et la page suivante, elle est aussi dans la même dominante, comme une espèce de réminiscence du moment qu'a passé Louis plongé dans le cinéma. C'est un petit peu... Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose qui est écrit ou qui se met en œuvre au fur et à mesure de l'avancée des planches. Ah non, ça c'est pas écrit, ça c'est vraiment moi, c'est moi qui fais ces choix-là. Ouais. Par contre, au niveau de la couleur et tout ça. Donc oui, j'aime bien travailler aussi sur la transition entre chaque planche. Là en plus c'est deux planches en vis-à-vis, donc du coup on reste effectivement un peu dans la même ambiance. Et puis oui, il y a le fameux effet que quand on sort d'un film, on est encore dans le film, même si on est sorti du cinéma. Donc il y a un rappel aussi de ce point de vue au niveau de la gamme chromatique. Donc non, tout ça c'est vraiment ma partie. Alors elle pourrait effectivement dire ah oui, t'aurais pu faire telle ou telle couleur, mais voilà. Et j'avais fait sur une autre scène qui se passe plus loin à Grenoble. Parce qu'on en parlera sans doute, mais il y a des scènes de flashback et tout ça, et qui était intéressant à faire. Mais à chaque fois, j'essayais de trouver un nouveau truc. Et sur la scène typiquement qui se passe à Grenoble, au début, je me suis dit tiens, je vais tenter de faire que du trait noir. Et en fait, c'était trop brut. Du coup, je suis revenu avec j'ai remis de la couleur quand même. Et c'était mieux, c'est vrai. Donc c'est elles qui m'ont dit ah ouais, le noir direct, c'est un peu brutal. Et il y a alors
on l'avait évoqué avec les lycéens tout à l'heure aussi, mais la plupart des premières planches, en tout cas, elles sont dans une atmosphère très bande dessinée belge. Mm-hmm. Et à un moment donné, tout explose, c'est les pages 14 et 15, on est Paris en fête, ou en soirée, enfin un petit peu en contraste dans ce moment difficile. Là, la mise en page change complètement. Comment vous avez travaillé cette restitution? Là, on est vraiment dans une explosion d'images, de cases n'existent plus. Comment ça s'anticipe? Pourquoi ce rendu, cette explosion de... Alors en fait, oui, maintenant je me rends compte, je pense sans doute parce que justement pour exprimer cette effervescence qu'il pouvait y avoir dans tous ces lieux festifs, et je pense que c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette mise en page, parce que là, pour le coup, c'est pas Catherine ni Fabienne qui m'avaient suggéré ça. Je crois qu'elle m'avait fait une mise en page vraiment classique, case par case, et c'est moi qui ai dû me dire, je vais placer Louis au milieu et puis éclater tout ça autour. Pour donner, oui, parce que, et puis ça contraste aussi avec le début où il est dans les rues, il voit les queues, les gens qui galèrent pour se trouver à manger, et en même temps il y avait peut-être ce retour de la vie nocturne parisienne, avec même plein de lieux emblématiques dont certains ont disparu d'ailleurs, de tabous. J'ai fait des recherches, j'avais trouvé des vieilles photos aussi, c'est marrant, sur ces endroits. Et là, on voit aussi l'alternance, même si c'est des moments fêtards, on sent bien qu'il y a de la tristesse aussi qui apparaît. Alors tout à l'heure au lycée, il y en a qui ont imaginé qu'on voyait aussi une croix gammée suggérée dans ce dessin-là. Je trouvais ça aussi intéressant comme remarque. Le film Les Enfants du Paradis est un fil conducteur aussi à travers ça. Pourtant, il n'y a aucune image des cafés qui traînent dans ce film-là. Je ne sais même pas s'il y en a d'ailleurs dans Les Enfants du Paradis. Non, je ne crois pas. Mais bon, ça aurait pu être le festif en écho. Alors Louis est bénévole à l'hôtel Lutetia, il croise Edith, jeune rescapée. Le contraste est impressionnant entre leurs deux vies. Louis découvre à quel point il a été préservé. Edith a vécu l'indicible. Ils se rapprochent petit à petit. Comme Louis, nous découvrons aussi les difficultés du retour après les camps. Les images des camps surgissent. Là, de la même façon, vous avez travaillé le dessin de manière un petit peu différente. Comment ça se conçoit, ça? Est-ce que c'est vraiment un choix dès le départ? Vous aviez eu cette volonté de tout en donner une cohérence d'illustration? Il y a quand même des contrastes et des traits qui viennent illustrer le fond. C'était vraiment une des premières choses, alors peut-être pas après les personnages, mais sur laquelle je me suis posé des questions sur comment j'allais représenter ces scènes, parce que c'était un des défis, parce que c'est vraiment des scènes difficiles à représenter, je trouve quand même, bien sûr. Et donc j'ai pris des partis pris de travailler sur le fond et la forme, et donc de faire des choix graphiques, de représenter tous les déportés avec un ancrage très fin pour accentuer leur fragilité, et les Allemands, les nazis, avec un autre outil du coup. Je trouve ça intéressant du feutre pinceau beaucoup plus épais et gras et violent pour accentuer ce contraste. Donc je trouvais ça, de ce point de vue, c'était intéressant aussi graphiquement de travailler ces scènes-là de cette manière-là, je trouve. Et on devine en tout cas qu'il y a un travail de recherche, de documentation qui semble assez impressionnant. Alors, comment s'est effectué ces travaux de recherche? Est-ce que c'était uniquement par photo, par Internet, ou est-ce que vous êtes allé dans Paris revoir et recréer des ambiances? Alors un peu de tout ça, parce que moi j'étais... non, mais beaucoup. Alors sur Internet, oui, évidemment, c'est une source incroyable au niveau des photos. J'ai regardé pas mal de documentaires. Il se trouve que moi, ayant habité en Pologne, j'étais allé à Auschwitz, donc je connaissais les lieux. C'est bien restitué dans les ambiances des camps d'ailleurs. Alors ça remonte à longtemps, mais oui. Après, j'ai vu des films, bien sûr. J'avais tout un tas de références déjà là-dessus. J'ai pas du tout regardé, par contre, les bandes dessinées qui avaient été faites sur ce sujet-là, parce que je voulais pas du tout être influencé. Et voilà, je suis allé à la médiathèque, j'ai allé regarder des livres avec les costumes des Allemands. Il y a plein de choses qui m'ont pas servi au final, parce que des fois c'est beaucoup juste suggéré. Je suis pas allé dans un détail hyper précis comme font certains dessinateurs,
Mais donc un peu tout ça, plus ce que m'a donné Fabienne et Catherine, plus on en parlera sans doute, la scène où il y a les coupures de journaux. Je suis allé, il y a le site Gallica où on retrouve tout un tas de vieux journaux numérisés, c'est incroyable au niveau ressources documentaires. Donc tout ça, voilà, tout ça mélangé et puis beaucoup de photos sur Internet. Après sur l'histoire du Lutetia. Déjà, moi, je connaissais très très mal cette séquence, en fait, et il y a pas beaucoup de photos, en fait. Voilà. C'est un peu toujours les mêmes qui reviennent en boucle. Quand j'ai vu des documentaires qui traitaient de ça ou de cet épisode-là, c'est un peu toujours les mêmes photos qui reviennent. Donc il n'y en a pas tant que ça, je pense. Et puis c'est un cinéma qui a fermé, je crois, à fin des années 60. Le Pax, alors c'était compliqué. Ça, j'ai vraiment trouvé une photo. Une photo, je crois. Alors après, j'ai un peu, donc il faut broder un peu. Alors on parlait des coupures de presse, la page 58 et 59. Ouais. C'est assez étonnant d'avoir reproduit, alors en dessin complètement, ces pages-là, avec les textes. On a vraiment l'impression de se replonger dans des journaux de l'époque. C'est colossal aussi. Ça, oui, c'était long à faire. C'était long à faire, mais c'était intéressant. Je me voyais pas de toute façon reprendre les images telles quelles et puis essayer de bidouiller, à les incruster, je sais pas comment, et que ça se verrait. Ouais, c'était long à faire aussi, je pense, et fastidieux, avec pas forcément un résultat très convaincant. Donc je me suis dit, allez, tant qu'à faire. Moi j'aime bien, je suis un peu la vieille école, j'aime bien avoir mes originaux, pas avec des trous, et avoir des belles pages. Alors là, je sais pas si c'est une belle, on ne doit pas dire que c'est une belle page, mais en tout cas, j'ai commencé à le faire. Après, au bout de 20 lignes, je me suis dit, bon sang, ça va être long. Mais je l'ai fait quand même. Je me suis dit, allez, je vais le faire jusqu'au bout. Et le texte, c'est des textes reproduits? Alors non, oui, c'est vraiment... Ah non, j'ai tout réécrit. Ouais. Oui, c'est des originaux recopiés, quoi. Ah non, j'ai tout réécrit. J'ai fait des sorties imprimantes des textes et puis j'ai repris à la table lumineuse. Voilà. Et pour l'anecdote un peu drôle, c'est que... Donc voilà, j'ai tout fait ça. Alors oui, quand j'ai envoyé ça à Fabienne et Catherine, elles m'ont dit, oh, mais c'était fou. Mais... Après, souvent, elle me disait, mais on t'a pas épargné, c'est vrai, au niveau des scènes, les scènes de foule et tout ça. Et ouais, et donc à la fin, là, voilà, quand on termine un livre, il y a toujours un correcteur ou une correctrice qui relit tout. Et alors la correctrice, en l'occurrence, là, elle a été vraiment très très sérieuse, elle a vraiment tout relu, tous les textes. Alors il y avait quelques petites erreurs, des fois j'avais fait une petite faute. Et surtout, il y a un moment, je pense que j'étais un peu fatigué ou abruti. En fait, j'ai sauté une ligne. Donc il manquait une ligne. Elle me l'a dit. Là, par contre, il manquait une ligne. Et du coup, donc j'ai bidouillé. Alors avec Photoshop, c'est magique. On peut. Voilà. Donc j'ai réécrit, rajouté la ligne qui manquait. Tout. Ouais. En tout cas, elle a fait son boulot hyper sérieusement. Elle a tous ces textes-là. Non, vraiment. Ça aurait été drôle. Mais c'est les textes originaux qui sont sur ces coupures-là. Voilà. D'accord. Mais si quelqu'un veut s'amuser à les chercher, il pourra comparer. Et les photos aussi, bien sûr. Ah oui, tout redessiné entièrement. Alors cette pagination offre un plaisir de lecture sur l'ensemble de l'album et laisse de l'espace au silence et au temps long. De grandes images permettent de s'imprégner de l'histoire et des différents sentiments que l'on traverse. Comment se travaille le rythme d'un album de cette envergure ? C'est c'est une des grosses parties du travail d'une bande dessinée, c'est de justement travailler sur le storyboard et le rythme justement, et comment on déroule son histoire, ni trop vite ni trop lentement. Voilà, c'est le rythme, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup quand on fait une bande dessinée. Et ça, pareil. Et ça, voilà, comme je disais, c'était très bien fait déjà à la base par Catherine et Fabienne. Moi, ça m'est arrivé des fois de rajouter une case, en supprimer une éventuellement. Oui, je trouvais qu'il y avait une transition trop brutale, voilà. Donc ça oui, ça c'est moi. Ouais. Ça s'échange, quoi. Oui. Avec les scénaristes. Oui. Et dans l'ensemble, dans cet espace de l'album qui est quand même assez important, l'éditeur a bien accompagné pour cela, pour laisser s'ébouffer ces grands espaces où on pourrait dire des planches entières sans texte dans une histoire aussi dense, parce que c'est dense parce qu'il est non écrit, et dense aussi parce qu'il est dit. Ce juste équilibre, est-ce qu'il se retouche ou vraiment là les scénaristes avaient travaillé, comme vous le dites, de manière non, très forte? alors, comme je disais, j'ai fait quelques retouches, mais elles avaient vraiment bien travaillé. Après, par contre, c'est moi qui faisais pas mal aussi quand même certains choix de cadrage malgré tout. De réajustement. Mais voilà, c'était plus
voilà, si je voulais faire des cases plus en hauteur, ou voilà, c'était plutôt moi qui choisissais ça quand même. Mais en fonction aussi parfois des angles de vue qu'elle me proposait, qui étaient souvent pertinents. Mais voilà, on s'est bien complété. Ouais. Et c'est la première fois en fait que je travaille comme ça, parce qu'habituellement, moi, je suis toujours habitué à avoir du texte, ce qu'on appelle une continuité dialoguée, c'est-à-dire juste des dialogues, et c'est moi qui choisis, qui fait vraiment la mise en scène, les coupes et tout ça. C'est ce que je fais sur Les Super avec Frédéric, ce que j'avais fait sur Monsieur Apothéose, que c'était une autre BD que j'avais faite avant, où c'est moi qui faisais vraiment plus la mise en scène. Donc là, c'est vrai que ça m'allège, entre guillemets, un peu le travail. Mais ça rend pas un peu de frustration en disant quel est le cadre de liberté vous avez... c'est ce qu'on a tendance toujours à dire, et c'est ce que je pensais aussi, c'est qu'on risque d'être un peu trop cadré et de ne pas forcément trouver d'autres solutions plus facilement. Et en fait, non, moi j'ai trouvé ça plutôt... Dans la mesure où c'était bien fait aussi. Voilà. Mais ça a bien fonctionné, donc non, voilà. Donc ça, je leur ai dit continuer comme ça, c'est très bien. Parce qu'à un moment elles m'ont dit mais peut-être qu'on en fait trop et tout. C'est plus facile pour le dessinateur. Et puis ce qui est marrant en fait, c'est qu'elles avaient travaillé à deux. Elle aussi, en plus, elle me disait qu'elle jouait les scènes pour trouver la bonne mise en scène et tout ça. Ouais. Donc j'ai dit c'est super. Donc c'est aussi parce qu'elles aiment bien fonctionner comme ça. Donc je leur ai dit non, continuez, c'est très bien. Cette écriture sur le duo que forment Louis et Edith permet aussi un gros travail sur l'échange de regards, sur tout ce non-dit. On comprend aussi l'innocence face à la douleur. Comment avez-vous travaillé la justesse de ces expressions ? Est-ce que c'est vraiment l'objet de tirer, j'ai envie de dire, de tirer à part ou de dessin sur vos carnets avant de les reproduire pour tester si ça fonctionne ? Ou votre forme de travail fait que les cases avancent. C'est plutôt ça, je pense. Pas tellement, parce que c'est ce genre de séquences que j'aime bien essayer de transmettre via la bande dessinée. Donc je le fais un peu instinctivement. Non, ça s'est fait. Typiquement, moi, en tout cas, je pense, évidemment, je suis pas le seul. Quand on fait de la bande dessinée, on se met en fait à la place de nos personnages. Donc, d'ailleurs, on fait des têtes bizarres. Des fois, quand on dessine, on fait des mimiques et tout ça, parce qu'en fait, on se met vraiment dans la peau de notre personnage, et du coup, on le dessine comme, ça se transmet dans le trait, quoi, ce qu'on ressent. Et voilà, moi, je fonctionne comme ça, en tout cas. Donc avec un miroir à côté pour essayer de reproduire. Parfois je me prends en photo aussi. Plus pour des fois des attitudes plus pas le visage, mais oui, si quoi que ça peut. Mais des fois c'est plus des postures où on peut s'aider des équilibres dans des photos, en se prenant en photo. Donc un illustrateur est un peu acteur. Ah ouais, complètement. Ouais. Ah bah oui. En tout cas en BD, je pense que vraiment. Ouais. Enfin moi je le conçois comme ça. C'est vraiment, on se met à la place de nos personnages et on joue le rôle. Alors, on n'est pas tout le temps, on n'est pas en train de gesticuler sans arrêt. Mais ça, oui, c'est vraiment pour moi un des aspects essentiels du métier. Ouais. Donc, et qui est amusant, justement, de ce point de vue. Ouais. Et comment la prise en photo, en fait, comment ça se déroule ? Des fois, c'est un peu galère. Mais c'est juste pour avoir une idée, des fois. Puis après, j'interprète encore. Hein. Je reprends pas exactement ma posture, mais des fois, il y a des situations. C'est plus simple de se prendre en photo ou prendre quelqu'un en photo pour essayer d'avoir les positions, les axes des bras. Ah oui, et puis des fois on tombe toujours dans des automatismes de toujours représenter un peu de la même manière. Donc c'est bien de s'inspirer du réel, comme pour les décors d'ailleurs. Alors, telle une mise en abîme de l'histoire, la fin de l'album pose-t-elle aussi la question de l'héritage de cette période ? Parce que vous verrez, il y a une espèce de scène finale assez étonnante où on retrouve, je dirais, une scène pivot. Non, pardon. Oui, il est ressemblant un peu. Oui, il y a quelque chose. On le reconnaît. D'ailleurs, j'en profite à propos de reconnaître quelqu'un. L'anecdote, parce que moi j'ai appris en faisant ce livre qu'en fait il y a des scouts qui interviennent au Lutetia et sur lequel Louis il tombe sur un des scouts. Et en fait, j'ai appris qu'à cette occasion, en fait, Michel Rocard était scout au Lutetia. C'était pas que j'ai retrouvé ça sur internet, une photo de lui en scout où il a à peu près cet âge-là. Donc chercher le Rocard dans l'album, c'est ça ? Oui, alors non, par contre, il ne lui ressemble pas vraiment. Mais vous pouvez trouver une photo de Michel Rocard en scout, et donc c'était évidemment une expérience qui l'a beaucoup marqué. Ouais, donc pour finir sur cette transition qui fait un peu écho à la première page, puisque c'est du pseudo contemporain. C'était quoi l'objectif là
scénario de rappeler ou de mettre comme une espèce de mise en abîme de cette histoire dans l'histoire. C'est un petit peu une fin ouverte, parce qu'il y a une petite histoire c'est un adolescent, elle aussi, il y a des sentiments entre eux, évidemment. Donc là, on ne sait pas trop, finalement, est-ce qu'ils se sont revus. On suggère. Il y a beaucoup de choses suggérées, en fait. C'est ça que j'aimais bien aussi dans l'album, dans l'histoire. Et là, c'est pareil, du coup, voilà. Ça se laisse ouvert. On peut en dire plus pour ceux qui ne l'ont pas lu encore, peut-être. Alors le cinéma, donc, qui est omniprésent, semble jouer le rôle d'un refuge et d'un miroir. Les cheveux d'Édith interrogent-ils aussi sur la manière dont l'art aide à témoigner? Et donc, est-ce que, en question générale, mais aussi vous, en ayant participé à cet album... Ah oui, pour moi, c'était important de ce point de vue aussi de témoigner de cette période. Vraiment, elles l'ont écrite pour témoigner évidemment de cette période et pour différentes raisons. D'ailleurs, on le met à la fin, dans les remerciements et tout ça. Qu'est-ce qui a fait qu'on a fait ce livre? Elle, parce Fabienne a eu des ancêtres qui ont été directement concernés dans cette histoire. Et quand elles m'ont contacté pour faire ce projet, moi, c'était une période qui m'intéressait et voilà, moi il se trouve que j'ai un grand-père qui était résistant et qui était arrêté en 41 et qui est jamais revenu des camps. En fait, il a été déporté et puis il est mort je vais pas rentrer dans tous les détails, mais un peu suite aux marches de la mort, voilà, il y a eu une tragédie ensuite et donc c'était quelque chose depuis longtemps. Je me disais, est-ce que je pourrais peut-être témoigner de ça via un récit, une bande dessinée. À ce moment-là, j'avais pas le temps, mais c'est quelque chose, une idée qui me trottait dans la tête. Et du coup, ça tombait bien. Via ce livre, c'était une façon un peu de lui rendre hommage. Il y a un petit clin d'œil à un moment, parce que vous verrez. Moi, mon nom de famille, c'est Catelin, donc vous verrez un moment. Et vous pensez que c'est toujours aussi important de parler de oui, alors oui, d'autant plus vu ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, on l'avait signé avant tous ces événements. En ce moment, ça part en cacahuète un peu partout. C'était avant le 7 octobre et tout ça, donc il y a encore rajouté de l'huile sur le feu, toutes ces histoires. Donc elle l'avait déjà écrit avant tout ça. Et voilà, et avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'autant plus nécessaire de faire connaître ça. Et en particulier, on est content parce que c'est un livre qui peut être vraiment utilisé et exploité aussi par les enseignants dans les collèges, les lycées. Et c'est le cas apparemment. Il y a eu un article sur un site de prof justement pour partager, que ce soit un outil pédagogique aussi. Alors, Les cheveux d'Édith est un one-shot de plus de 150 pages, 166 exactement. Y avait-il une contrainte de pagination ou c'était déjà dès le départ, parce que vous disiez que les scénaristes avaient bien travaillé en amont, tout découpé. Donc je savais en grosso modo combien de pages je devais m'attendre. Donc il y avait moins de surprises aussi du pari de l'éditeur en se disant on va ouvrir 10 pages de plus, on va en supprimer 5 parce que après tout... il y a toujours une petite marge de manœuvre pour 5 pages, mais oui, je me suis vraiment calé, je crois pas en avoir rajouté par rapport à ce qui était prévu, il me semble. Ouais, parce qu'on sent vraiment que là, le rythme se pose, les espaces de respiration sont incroyables, il y a ce rythme, comme s'il y avait eu une open bar sur le nombre de pages pour que ça... il n'y a pas eu de contrainte, mais c'est vrai que actuellement, là, les éditeurs sont pas très... posent pas tellement de contraintes de ce point de vue. C'est un peu l'explosion des formats. Il y a donc après, il y a une question financière quand même au niveau de la fabrication. Voilà. Mais grosso modo, de ce point de vue, ça a des bons côtés parce que c'est vrai qu'on peut étendre un récit. On peut prendre son temps, on peut le développer, faire des pleines pages et tout ça. Donc de ce point de vue-là, c'est agréable. Il y a une certaine liberté et les éditeurs ont tendance à plutôt laisser livres courts. Et pour revenir, comment êtes-vous arrivé sur ce projet ? En fait, tout simplement, j'avais fait précédemment donc une autre BD adulte qui s'appelle Monsieur Apothéose. Il doit être quelque part en riant. Ouais. Et il se trouve que Fabienne et Catherine, ainsi que notre éditrice chez Dargaud, l'avaient beaucoup aimé. Elle l'avait lu. Et donc, elle s'était dit, tiens, David, ça pourrait bien
collé pour le dessin, pour cette histoire des cheveux d'Edith. Donc elles m'ont contacté tout simplement, et puis ça s'est fait comme ça. Donc c'est là l'éditeur qui a suggéré votre nom sur les scénaristes. Oui. Ou je sais plus alors dans quel ordre ça s'est fait, si c'est elles qui ont lu Apothéose. Enfin, toutes les trois l'avaient lu et elles avaient aimé. Donc elles se sont tombées d'accord, je pense assez vite, en se disant que ça serait bien de me contacter. D'accord. Elles ont bien fait. Oui. En disant, je sais qu'elles espéraient que je sois dispo et tout ça. Et puis ça s'est bien fait, ça s'est bien arrangé. Et combien de temps vous avez consacré pour réaliser cet album? Vous travaillez aussi à la fois sur d'autres séries, puisqu'il y a les Super qui sont toujours en cours. Oui. Il y a les dessins de presse que vous réalisez encore. Grosso modo, ça m'a pris, je pense... Le temps d'un tapis à la manufacture? Non, un peu moins, heureusement. Oui, j'ai visité la manufacture, j'étais impressionné. Et non, un peu moins. Non, ça m'a pris, je pense, au total, si vraiment je mets bout à bout, 1 an, je dirais. 1 an de travail, ouais. Entre les recherches documentaires, les échanges... Oui, voilà, documentaire. Alors c'est vrai que la partie storyboard, ça m'a un petit peu allégé le travail, mine de rien quand même, parce que c'est vrai que c'est la partie souvent qui prend pas mal de temps. Moi, sur un storyboard des Super, je passe largement 1 mois et demi, 2 mois, quoi. Donc, parce que justement, il faut vraiment se prendre la tête pour faire la mise en scène et tout. Là, ça m'a vraiment un petit peu allégé le travail. Après, par contre, il y avait tout l'aspect documentaire, c'est vrai qui est assez long quand même. Et puis à chaque fois, pendant l'album... je me remets à chaque fois dans la doc selon les séquences, je rouvre des images de référence et tout ça. Donc c'est un petit voilà. Tandis que Monsieur Apothéose, ce que j'avais fait avant, c'était vraiment ce qui était sympa aussi de ce point de vue, c'est que c'était vraiment un lieu imaginaire. J'avais tout, enfin voilà, je pouvais inventer tout ce que je voulais. Il n'y avait pas beaucoup de support réel, réaliste. Non. Ou d'histoire. Non, c'était pas du tout. Et en opposition avec le travail de Super, là, ce que vous disiez sur la mise en place, donc vous avez le texte uniquement dialogué, donc sur le rythme que vous construisez à travers le storyboard. Là, de la même façon, la maison d'édition vous laisse libre sur la pagination, parce que là, c'est vraiment vous qui la construisez du début à la fin, en disant j'ai besoin de plus d'espace. Comment ça se déroule? Ils nous ont toujours laissé assez libre. Après, ça tourne toujours autour d'une centaine, 100, 120 pages à peu près. Mais il n'y a pas eu de problème. Je me souviens, il y a un moment, le tome 5, il était à 145 ou 150, je crois. Et plus important. On dit, c'est bon. Sympa. Non. Et non, de ce point de vue, ils ont été vraiment très arrangeants. Et donc les cheveux d'Edith, c'est votre second album adulte. Qu'apporte pour vous cet univers de changer de la jeunesse? Moi, ça faisait un moment que j'avais envie de faire de basculer entre guillemets dans l'adulte, parce que pour des tas de raisons. C'est vrai qu'au début, je pense que mon dessin était de toute façon plus jeunesse et plus adapté à la jeunesse. Quoique maintenant, c'est plus tellement. La frontière, elle est. Enfin voilà, quand on voit Riyad Satouf, on peut dire que c'est du dessin jeunesse, mais c'est de l'adulte, c'est pour des adultes. Enfin voilà, il y a plein de dessins un peu dits jeunesse qui sont en fait c'est des récits adultes, Guy de Lille, enfin voilà. Oui, ou même dans les Ladies with Gun, à Lorraine, qui est aussi un dessin très qui fait très jeunesse. Quand même. Je trouve. Mais après, le contenu, il est très adulte. Oui. Et donc voilà, et tout simplement c'était pour ça me permettait de faire travailler mon dessin un peu vers un trait un peu plus adulte, même si on le reconnaît apparemment, on reconnaît toujours mon trait. Ouais. Et puis aborder d'autres thématiques tout simplement. On peut pas c'est difficile de faire ça quand même avec un trait très jeunesse, je pense, mais et voilà. Donc un univers qui s'ouvre sur le monde adulte, avec d'autres projets peut-être. Voilà, et puis mine de rien, auprès des éditeurs, on est catalogué après auteur jeunesse, et on pense pas à vous forcément pour aller faire un projet adulte. Donc là, du coup, j'ai élargi mon champ de compétences, quoi. Et donc en projet autre adulte. Autre adulte, alors là, on va faire je vais repartir avec Fabienne et Catherine sur une tétralogie où il y aura donc 4 albums qui se dérouleront sur 4 saisons, été, automne, hiver, printemps, mais aussi sur 4 décennies différentes, qui est pas mal inspiré de leur vie personnelle, à toutes les deux. Et à chaque fois, chaque album sera dessiné par quelqu'un de différent. Donc le premier sera dessiné par Thomas Campi. C'est marrant parce que c'est un dessinateur que j'adore depuis longtemps, justement.
Et donc moi je ferai le deuxième, donc qui se passera en été dans les années 80. Moi je ferai le deuxième qui se passe dans les années 90, où elles ont à peu près une vingtaine d'années, à Nice. Enfin, voilà, c'est complètement différent de ce que j'ai fait là. Et voilà, et les deux suivants seront aussi dessinés par d'autres. Et quand il y a des séries de cet ordre-là, Ouais. avec des dessinateurs différents, est-ce qu'il y a une recherche aussi d'harmonisation de l'ensemble, du trait, du dessin, ou au contraire, libre cours avec les spécificités de chacun? On n'en a pas trop parlé encore, mais je pense que c'est évident que je vais devoir Enfin, alors, le but c'est pas de prendre c'est de faire dans son style bien sûr. Donc, mais je vais me calquer sur ce qu'aura fait Thomas au niveau de la physionomie de certains personnages pour voilà, s'il a fait tel personnage brun, je vais pas la faire blonde dans le truc suivant parce que tout le monde va être paumé. Mais du coup, ça va être intéressant d'ailleurs aussi au niveau comme exercice, sachant que voilà. Je vais passer derrière Thomas, qui a donc c'est le premier qui dessinateur vraiment de haut vol, quoi. Mais c'est bien, c'est bien. Je suis content. Et puis ça va être encore une autre. Et puis je sais pas, au niveau des lecteurs, je trouve que ça peut être intéressant de 4 albums avec 4 auteurs différents. Je sais pas comment ça va être perçu. Ça a déjà été fait, je pense. Oui, il y a beaucoup de. Oui, sur des séries plutôt. Enfin là, ce sera encore un peu différent, je pense. Mais quand les maisons d'édition cherchent à tenir un rythme qui est pas. Oui, alors oui, je pense que voilà, je sais pas à quel rythme ils vont sortir, s'ils vont les mettre un peu au frigo comme on dit, et qu'ils vont les sortir de façon rapprochée, je sais pas. Je sais que normalement le premier doit sortir l'année prochaine. Donc voilà. Et en jeunesse, donc tome suivant pour les. Alors oui, là en ce moment là, je fais le dernier tome des Super. Et puis voilà. Et puis après le livre avec Fabienne et Catherine, je pense je sais pas dans quel ordre ça va se faire, mais oui, sans doute. J'ai signé aussi une autre série avec Frédéric, plus historico, un peu période Louis XIV et tout ça, historico-fantastique un peu. Et donc ce sera une série, ce sera chez Dargaud encore. Vraiment des genres bien différents. Ouais, ça sera encore autre chose. Il faudra que j'apprenne à dessiner les chevaux. Il paraît que c'est très difficile. D'ailleurs, si on lit le dernier de Lille, c'est... Ah oui, c'est un des trucs les plus durs à faire. Hein. Ouais, mais c'est aussi la question de son dernier ouvrage, Fraction de seconde, la recherche de comment est le cheval au galop. Oui, le fameux. Oui, il est très bien d'ailleurs. Sur le... David, merci pour vos réponses. Merci également à Radio Lodève pour l'enregistrement et la diffusion de cette rencontre, et tout particulièrement à Anne pour la technique et son enthousiasme. Merci à Nathan pour les prises de vue, le montage et la mise en ligne des rencontres de la librairie, que vous pouvez retrouver sur notre site internet 1.1trait.fr. N'hésitez pas à vous inscrire sur une newsletter pour être au courant des prochains événements de la librairie. Merci et à bientôt.